Bonsoir, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Toujours un plaisir de vous retrouver pour l'émission Majuscule Propos. Ce soir, nous revenons sur la visite du président français Emmanuel Macron. C'est une visite officielle de 2 jours qu'il a passée au pays de 1000 collines. Beaucoup de choses se sont dites à quelques semaines avant son arrivée, à son arrivée même après son départ. Ce soir, nous allons revenir sur déjà le cahier de charge de sa visite ici au Rwanda, une visite qui est intervenue 27 ans après le génocide commis contre les Tutsis, tout en sachant le rôle, en tout cas que la France a eu, du moins certains responsables français de l'époque ont eu dans le génocide commis contre les Tutsis, pour comprendre un peu plus les tenants et les aboutissants, mais surtout les différents angles à analyser sur cette visite. Je suis sur ce plateau avec Madame Jeannine Munyeshuri. Bonsoir Madame. Bonsoir. Jeannine Munyeshuri qui est une activiste, surtout pour ce qui est de la lutte contre le négationnisme. Nous sommes également avec Alain Ngirinshuti. Alain Ngirinshuti qui est ancien vice-président de Ibuka France et survivant du génocide commis contre les Tutsis. Bonsoir Alain. Bonsoir. Nous serons rejoints depuis Toulouse, en France, par Madame Jeannine Mokabutiana. Elle est également survivante du génocide commis contre les Tutsis. Bonsoir, Madame. Bonsoir. Et si tout va bien, nous serons également rejoints par Mediba depuis Dakar, qui va également nous apporter son analyse sur cette visite. D'abord, à tous les deux ou à tous les trois, j'aimerais vous poser la question. Déjà, c'est une visite 27 ans après le génocide commis contre les Tutsis. Elle est tardive ou elle arrive au moment opportun, si je dois le dire, Madame? 27 ans après, on pourrait dire que c'est tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc je pense qu'elle arrive à point. Étant donné aussi la nature des événements, je veux dire la nature de l'implication française dans le génocide des Tutsis, 27 ans après, ce n'est pas si tard que ça. Les survivants sont encore vivants, les acteurs principaux sont encore vivants et c'est heureux que ce soit arrivé, oui. Alain, vous qui avez été vice-président de Ibuka France, vous êtes survivant du génocide également. Alain, c'est quelque chose, vous personnellement, vous avez milité en France pour que ce génocide soit connu et reconnu par la société en France. Aujourd'hui, voir le chef de l'État, un président du gouvernement de la France au Rwanda, dans le contexte que nous connaissons déjà, ça représente quoi pour vous, après tout le combat que vous avez mené en France? Eh bien, c'est une étape importante dans la reconnaissance officielle. J'insiste sur le terme officiel, du moins sur les responsabilités de la France dans le génocide commis contre les Tutsis. Je pense que pour analyser l'importance de cette visite et de son discours qu'il va prononcer à Gisozi et dans les discours qu'il va prononcer par la suite, il faut le juger à l'aune de la gravité des responsabilités françaises, mais également à l'aune de l'histoire de la France, de voir comment la France a eu à reconnaître les responsabilités dans d'autres crimes que l'État français a commis, notamment dans la Shoah ou dans la reconnaissance dans les crimes commis en Algérie. Pour la Shoah, je rappelle que ça a pris plus de 50 ans pour que Jacques Chirac reconnaisse la responsabilité de la France. Et donc, on y reviendra plus en détail. Mais en liminaire, quand même, je voudrais saluer tout ce qu'on fait, que ce soit possible qu'on en arrive là. Je pense en particulier, effectivement, à l'association Ibuka France, le collectif des partis civils pour le Rwanda, à l'association Survie, à tous qui nous ont accompagnés le mémorial de la Shoah, SOS Racisme, Union des étudiants juifs de France et les GAM. Et tous ces gens se sont battus, continuent à se battre au quotidien pour que cette question, non seulement de la responsabilité de la France dans le génocide, mais aussi la mémoire du génocide Tutsi soit portée dans l'espace public. On va justement suivre le président français Emmanuel Macron. Vous êtes revenu sur le discours qu'il a prononcé au mémorial de Kigali, à Gisozi, où un discours de 15 minutes que beaucoup de gens attendaient déjà que le choix
de l'endroit où le discours a été prononcé. Ça représentait déjà quelque chose. On revient sur le discours, les quelques mots d'Emmanuel Macron qu'il a prononcés au mémorial, puis on revient avec l'analyse. Depuis 27 années de distance amère se sont écoulées. 27 années d'incompréhension, de tentatives de rapprochement sincères mais inabouties. 27 années de souffrance pour ceux dont l'histoire intime demeure malmenée par l'antagonisme des mémoires. Alors, en me tenant avec humilité et respect à vos côtés, ce jour, je viens reconnaître nos responsabilités. C'est ainsi poursuivre l'œuvre de connaissance et de vérité que seule permet la rigueur du travail, de la recherche et des historiens. Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout poursuivre l'œuvre de justice. En nous engageant à ce qu'aucune personne soupçonnée de crime de génocide ne puisse échapper au travail des juges. Reconnaître ce passé, notre responsabilité, est un geste sans contrepartie. Exigence envers nous-mêmes et pour nous-mêmes. Dette envers les victimes après tant de silence passé. Don envers les vivants, dont nous pouvons, s'ils l'acceptent, encore apaiser la douleur. Seuls ceux qui ont traversé la nuit peuvent peut-être pardonner. Nous faire le don, alors, de nous pardonner. Dit Bouka. Dit Bouka. Dibouka, ce sont les mots là du président Emmanuel Macron. Madame Janine Mokaboutiana, vous êtes là avec nous? Oui, je suis là, je vous écoute. Comment est-ce que ces mots ont résonné déjà au moment où il a prononcé ce discours pour vous qui observez les choses depuis la France et vous êtes rwandaise? Comment est-ce que les mots ont résonné dans vos oreilles? Écoutez, ce discours a été très, très touchant. Le président Macron a su trouver des mots quand même très forts, que ce soit en termes de symbolique et que ce soit aussi en termes de sincérité. Nous avons salué ce discours, vraiment. Il a su utiliser les mots rwandais comme Ndibuka. Il a su utiliser le proverbe kinyarwanda qui veut dire Ijoro riba wariraye. Ça montre vraiment qu'il a pris du temps pour préparer ce discours. Même si nous pouvons déplorer qu'il n'a pas été jusqu'au bout de demander pardon comme les personnes rescapées auraient espéré, mais c'est un premier pas et il a le mérite, M. Macron, d'avoir été sur le mémorial, d'avoir parlé avec sincérité et surtout d'avoir dépassé les clivages de ses prédécesseurs qui, eux, n'ont pas eu ce courage de venir au moins s'incliner sur le mémorial. Et ça, c'est très important pour nous. Lorsque vous dites qu'il n'est pas allé loin, quels sont les mots que vous attendiez, vous, personnellement, quand vous dites que vous vouliez qu'il aille loin dans ses propos? On aurait aimé qu'il demande un franc pardon. Et aussi, il a prononcé les mots responsabilité accablante de la France. Qui dit responsabilité dit qu'il y a des responsables. On aurait aimé aussi qu'il donne quand même un calendrier ou en tout cas des actions, un plan d'action
concernant ces responsabilités, comment ils vont être mises en lumière. En tout cas, qui dit responsabilité, dit qu'il y a des personnes qui ont été responsables. Le rapport de M. Duclé ont montré justement des faits concrets, soit des mails, soit à l'époque c'était des fax, soit des courriers accablants contre certaines personnes qui étaient en responsabilité à l'époque. Donc nous attendons des actions concrètes. Alain Ndinéchouti, je reviens à vous. Vous êtes rescapé du génocide. Forcément, il y a un discours que les rescapés attendaient, peut-être les mots qu'ils attendaient d'Emmanuel Macron. Vous, êtes-vous du même avis que Mme Mokaboutiana? Est-ce qu'il n'est pas allé loin? Est-ce que les mots étaient justes? Bien, tout à l'heure, je disais que c'était quand même une étape importante franchie. Je pense que le discours était très fort. Très fort. Je reviendrai sur quelques éléments. Sur l'événement du génocide lui-même, il décrit parfaitement le génocide. Il y va jusqu'à même raconter les récits. Le passé, la vie que les rescapés ou les victimes ont vécu pendant le génocide. Il va nommer l'innommable. Et il va dire clairement qu'il s'agit d'un génocide commis contre les Tutsis. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Il va être très humble quand il s'adresse aux survivants. Et il va, à la fin, leur demander pardon de façon subtile, mais très intelligente. Et moi, je ne trouve pas du tout inapproprié, parce qu'effectivement, le pardon, ce n'est pas quelque chose qui se demande. Le pardon, c'est quelque chose qu'on octroie. Et à l'aune aussi, à la lumière des actes qui sont posés par celui qui demande le pardon. Pour moi, d'ailleurs, là, on est sur le chemin du début du pardon et ce n'est pas la fin. Parce que dans la culture rwandaise, comme vous pouvez le savoir, j'aime bien donner cet exemple, le pardon s'apprécie au regard des actes que vous posez. Quand vous avez commis une faute, surtout dans des cas aussi graves qu'on n'avait jamais connus par ailleurs auparavant. Ici, nous parlons du génocide quand même. Du génocide. Vous venez, vous posez certains actes, il y a quelque chose qu'on appelle kuchichiru, ou alors guchibgichiru. Et après, à la fin de ce cheminement, on peut alors vous accorder pardon. Sauf qu'en matière de génocide, je ne vois pas comment on peut accorder le pardon quand ceux qui sont concernés ne sont plus là pour accorder ce pardon. Oui, ceux qui ne sont plus là, Macron a bien distingué ceux qui sont encore vivants et ceux qui sont partis. Madame, le choix des mots... Oui, le choix des mots, j'ai trouvé le discours et la partie que vous avez choisie en particulier d'une très grande intelligence et aussi d'intelligence émotionnelle. Je vais aller dans le sens de Alain, mais avant d'aller dans son sens, j'aimerais qu'on considère la sensibilité des gens. Quand on dit les rescapés attendent, ce n'est pas un groupe homogène. Toutes les personnes ont des attentes particulières par rapport à ce discours-là et elles sont toutes légitimes. Donc ce n'est pas mon propos de les délégitimer. Ceci dit, mon opinion sur le choix des mots, je l'ai trouvé extrêmement fin, délicat, des mots très forts comme Alain a dit. Et sur la question du pardon, il parle de la culture rwandaise. Et qui veut dire, en fait, quand vous allez demander pardon à quelqu'un, vous devez d'abord faire amende honorable. Et j'ai trouvé un autre mot qui était très important. Il a dit, nous venons ici sans contrepartie. La plupart des cas, on a eu des pays qui ont demandé pardon pour leur inaction, on va dire, pas pour leur action dans le génocide. Il est entendu quand ils font cet acte de contrition publique qu'ils sont automatiquement absous. Personnellement, je me serais sentie insultée si, puisque telle est la déclaration de pardon est faite, nous sommes attendus d'en effet pardonner, oublier. Là, il a ce mot qui dit peut-être le don de nous pardonner. Et ceux qui ont traversé cette nuit-là peuvent pourront faire ce don. Peut-être. Il n'est même pas sûr. Voilà, mais c'est tout à fait correct. Le pardon n'est pas dû. Il n'est pas dû, il est octroyé. Et d'autre part, pour moi, le fait de pardonner, ça relève de l'intime.
la personne qui pardonne se libère de quelque chose. Mais là, ce qu'il a fait, la démarche qui a précédé le voyage lui-même, être à Gisozi, là où sont, quand même, il faut le dire, entreposés les restes de plus de 250 000 victimes du génocide, c'est extrêmement significatif. Et rappelons-le, c'est le second chef d'État français qui fait cet acte-là. Le président Sarkozy était ici en 2010. Je pourrais comparer son discours à celui de Macron et dire qu'il était insuffisant. Il va loin, il va vraiment loin. Et je vais peut-être dire un tout dernier mot. Si vous m'aviez dit il y a 5 ans que de mon vivant, j'aurais vécu ce moment-là, qu'un chef d'État français fasse la déclaration qu'il a faite, je ne l'aurais jamais cru. Je suis complètement... il m'a pris de court, donc c'est pour dire que la portée de ces mots était très très forte. On va également suivre un autre son de cloche. On me dit que nous sommes rejoints par Mehdi Ba depuis Dakar. Bonsoir Mehdi, vous nous entendez? Bonsoir Eddy, oui, j'espère que vous aussi vous m'entendez. Vous suivez le Rwanda depuis plusieurs décennies maintenant, avec beaucoup d'attention. Déjà, pour vous, que revêtait cette visite d'Emmanuel Macron au Rwanda? Nous parlons de certaines grandes lignes de son discours. Pour ce qui est du pardon, on s'attendait, tout le monde attendait au Rwanda, en France et d'autres observateurs, qu'il venait demander pardon au peuple rwandais et en particulier les survivants et même les victimes qui ne sont plus entre nous. Écoutez, pour le journaliste que je suis, on savait déjà qu'il n'y aurait pas une demande explicite de pardon. On le savait et effectivement Janine vient de dire que ça a été formulé dans une manière assez subtile. Je l'ai écrit moi aussi dans Jeune Afrique ces derniers jours. C'est-à-dire que on ne demande pas pardon, mais on dit qu'on aimerait se voir accorder le pardon. Donc voilà, je pense qu'il y a eu si je peux me permettre d'employer des mots un peu froids, et désolé, il y a eu un brainstorming, parce que dans le contexte français, demander pardon aux rescapés du génocide et aux Rwandais en général, c'est quelque chose d'un petit peu sensible. Alors, je pense que Emmanuel Macron a trouvé une espèce de voie médiane, quelque chose d'un petit peu particulier, c'est-à-dire, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, et peut-être que Janine vient de la dire, mais c'était ça, c'était on espère qu'ils nous pardonneront, voilà, mais on ne leur demande pas pardon. Mais en tout cas, ça reste bien sûr quelque chose, comme ça vient d'être dit, quelque chose d'important. Moi, je pense que les deux voyages ont eu une grande importance, celui de Sarkozy en 2010 et celui de Macron il y a quelques jours. Voilà, il y a eu, je crois, 5 présidents de la République depuis Mitterrand. Et sur ces 5 présidents, il y en a 3 qui ont complètement nié les événements qui se sont passés au Rwanda en 94 et même entre 90 et 94. Et puis il y en a 2 qui ont fait un geste symbolique important. Et les 2 d'ailleurs se sont retrouvés au mémorial de Gisozi, c'est pas un hasard. Les 2 ont fait un discours au mémorial de Gisozi. Donc on peut toujours trouver que les mots qui ont été employés au mémorial sont insuffisants, sont un petit peu biaisés. Bon, il faut savoir aussi que ce sont des présidents français qui tiennent compte de leur opinion nationale. C'est pas facile quand on est président français, et je dis pas ça de manière pour les exonérer, mais c'est pas facile de venir à Kigali comme à Canossa pour dire que la France a commis des actes qui sont des actes irréparables et des actes condamnables. Bon, il y en a 2 qui ont quand même fait cet effort et je pense que ça mérite quand même d'être souligné, peut-être pas salué, mais en tout cas, je pense que et Sarkozy en 2010 et Macron il y a quelques jours ont quand même eu un certain courage. Vous restez avec nous. On va suivre la réaction, parce que vous venez de réagir sur le discours d'Emmanuel Macron, mais il y a eu également une réaction de la part de son homologue, le président Paul Kagame, qui le recevait au village Urugwiro, où il revient sur le discours de son homologue,
tout en expliquant peut-être la teneur et la portée de son discours. On revient tout à l'heure. The President has just made an important statement at the Kigali Genocide Memorial. Le président a prononcé un discours très important au mémorial de Gisozi. Un discours profond de sens pour ce qui est du Rwanda et bien au-delà. Ces mots revêtent un sens profond plus qu'un pardon. Ce sont des mots qui reflètent la vérité. Dire la vérité, c'est périlleux. Mais vous dites la vérité puisque c'est la meilleure des choses à faire, même si cela doit vous coûter cher, même si c'est une décision impopulaire. Malgré des voix qui se sont levées, le président Macron a franchi ce pas. Politiquement et même moralement, cela a été d'un acte courageux. Ces risques ont donné des résultats tangibles de part et d'autre. Il était important de ne pas précipiter ce processus. Les faits devaient être établis. Nos sociétés respectives avaient besoin de débattre et de faire une délibération. Chaque étape a conduit à une autre. Our respective societies also needed the chance to debate and deliberate. One step led to another. And that is how we got to this point. C'est là le président Paul Kagame. Mais Diba, il y a quelque chose de très important que vient de souligner le président Kagame lorsqu'il dit que c'est déjà un discours qui demandait beaucoup de courage et c'est également risquant. Il parlait de quelque chose de risky. C'était risquant également de prononcer un tel discours. Est-ce que vous vous dites également que Emmanuel Macron, en prononçant ce discours, et il tenait également avec des pincettes, il y avait certaines sensibilités qu'il fallait tenir compte avec? Oui, effectivement, je pense que le président Kagame connaît depuis l'origine la difficulté qu'il y a pour un président français à se prononcer de manière audacieuse, courageuse sur cette question des responsabilités françaises au Rwanda. Donc je pense que le président Kagame, c'est aussi bien le risque qu'a pris Nicolas Sarkozy en 2010 que le risque qu'a pris Emmanuel Macron en 2021 et qu'il a tenu, dans les deux cas, me semble-t-il, à rendre hommage à cette prise de risque. Voilà. Parce qu'il sait très bien qu'en France, pour des raisons qui sont des raisons totalement condamnables et critiquables, le fait pour la France, pour sa plus haute autorité, le président de la République, de reconnaître les errements, pour le dire poliment, les errements, après on pourrait parler du vocabulaire, la complicité, mais elle est déclinée aujourd'hui, enfin en tout cas elle est contestée, y compris par Kigali à travers la voix du ministre Biruta, mais peu importe en fait, qu'on appelle ça responsabilité, qu'on appelle ça complicité, qu'on appelle ça errement, qu'on appelle ça erreur, il est bien évident que la France a commis au Rwanda de 90 à 94, mais a fortiori en 94, une des pires choses qu'elle ait commises, en tout cas dans son espèce de... On peut même pas parler de la colonisation, puisqu'on n'est pas en colonisation, mais bref. Donc en tout cas, je pense que le président Kagame connaît la mesure et l'a exprimé de ce que ça a pu coûter à un président de la République française de venir à Kigali et d'exprimer ces choses-là. Voilà. Macron a choisi ces mots. On peut toujours critiquer ces mots-là. Moi, je remarquerai une dernière chose avant de, si vous me permettez, Eddy, c'est qu'en fait, il y a deux mots tabous. En fait, il y a deux mots tabous. Il y a le mot de complicité, c'est-à-dire est-ce que la France a été complice
Est-ce que la France a été complice de génocide? Et il y a le mot pardon. Voilà, en fait, je crois que c'est les deux charnières extrêmement sensibles pour un président français à exprimer à Kigali ou ailleurs, c'est-à-dire est-ce qu'on a été complice de génocide et est-ce que le pardon mérite d'être demandé aux rescapés et aux Rwandais en général. Voilà, et tout se joue autour de ça et il y a eu bien sûr des réactions que j'ai vues moi-même chez nombre de Rwandais qui ont pensé que ça n'allait pas assez loin, l'expression de Macron. Moi, je sais, en tout cas en tant que Français, qui s'intéresse au Rwanda depuis 27 ans, que malgré tout, c'était pas rien ce qui s'est passé. Alain, les propos de Mehdi vous semblent peut-être expriment déjà l'idée, résume bien le discours de Macron? Tout à l'heure, je disais qu'il fallait analyser l'ampleur de son discours par rapport à la gravité des faits. Et le contexte également. Le contexte, effectivement, mais enfin, le génocide, c'est le contexte. Non, je parle du contexte en France. Ah oui, aussi. En France. Je parle du contexte en France. Donc, le génocide des Tutsis, quand même, c'est le plus grand scandale de la Ve République. Donc, vous imaginez quel poids sur les épaules d'un président de la République, de la Ve République, parce qu'on y est toujours, de reconnaître que la France a commis l'irréparable, qui est un génocide. C'est très difficile. Avec toutes les conséquences que cela peut engendrer. Effectivement, et en tenant en considération que les protagonistes de l'époque sont encore là. Les Hubert Védrine, les Juppé, tous ces gens-là, ils sont encore là. Dans les rouages politiques. Dans les rouages politiques, ils sont très influents. Et sans oublier les anciens de l'opération Turquoise, qui sont très influents dans l'armée. Donc, c'était pas rien. C'est un courage qu'il faut saluer, mais qu'il faut nuancer par ailleurs. Je pense qu'il y a des passages de son discours qui n'étaient pas nécessaires, surtout compte tenu du contexte et de l'endroit où il prononce son discours. Peut-être que je peux en lire quelques-uns. Le laïus sur Arusha, la France qui a cherché... Qui joue les premiers rôles dans les négociations. Effectivement. Arusha, ça c'est quelque chose qu'il a dit également. Je trouve que c'est inopportun et que c'est contre-productif par rapport à ce qu'il va prononcer et ce qu'il avait prononcé auparavant. Et surtout, le pire de son discours que moi je trouve, c'est le passage où il va nous parler, il va d'un côté reconnaître la responsabilité politique de la France et de l'autre côté balayer d'un revers de main la responsabilité de l'armée française. Il va dire ceci, les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France et il n'a pas été complice. Alors ça, je trouve que c'était complètement inopportun et surtout, à certains égards, insultant. Qu'est-ce qu'on fait les militaires français? Qu'est-ce qu'on fait de ces femmes violées pendant le génocide par les militaires français? Qu'est-ce qu'on fait de l'entraînement des généraux par l'armée française? Qu'est-ce qu'on fera de la livraison des armes aux ex-FAR et aux miliciens? Et qu'est-ce qu'on fera aussi les checkpoints, les contrôles d'identité par l'armée française et des personnes Tutsis qui étaient remises aux tueurs? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est comparaison et pas raison, mais c'est ça la ligne de défense par ailleurs des planificateurs du génocide qui vont dire, vous connaissez très récemment le discours de Kabuga, dire moi j'ai acheté des machettes, mais les machettes, j'ai tué personne, les machettes c'était pour le business. Ou alors, dans les procès qu'on a eu en France, Simbika Ngwa dira qui m'a vu tuer quelqu'un? Pascal Simbika Ngwa, qui a été condamné à 25 ans, si je me souviens bien, de prison. Donc, ça, ce sont quand même des choses dont il aurait pu nous dispenser, qui n'étaient pas vraiment respectueux et qui n'étaient pas à la hauteur du moment. Madame Janine, est-ce que vous pensez également que, si je suis bien les propos d'Alain, c'est qu'il dit une chose et son contraire à la fois dans son discours? Oui, tout ça, c'est vrai, il y a des passages, je pense qu'il y a 2-3 paragraphes que j'aurais volontiers effacés, édités, mais l'essentiel a été dit, et donc je vais revenir pas sur ce que Alain a dit, mais l'extrait que vous avez montré du président Kagame qui s'exprime, et dans son discours, au moment de la conférence de presse, qui est en fait le discours qui suit celui qu'on a vu c'est une réponse au Mémorial, à ce que Macron qui est une réponse. Il fait quelque chose, je ne sais pas si les observateurs l'ont vu, mais je vais le faire remarquer, d'extrêmement généreux.
d'une certaine manière, il balaie ces choses qui ne conviennent pas dans le discours et il dit, Monsieur le Président Macron, ce que vous avez fait en venant là est beaucoup plus important que de demander des excuses. Et donc, il lui enlève l'embarrassement qu'il a eu à certainement prononcer des mots qu'il ne pense pas, parce que je ne pense pas que le président Macron pense ce qu'il a dit dans ces quelques paragraphes. Il n'aurait pas eu ce rapport, par exemple, du Clerc, qui va bien au-delà de ce qu'il a dit. Et donc, il lui offre un espace pour être à l'aise. Il l'élève dans la conversation. Il dit, vous savez, des fois, les gens ont des conflits. Il y a des gens dans le conflit qui choisissent la relation, pas les différences. Et à ce moment-là, quand il dit ces mots-là, le président Kagame, il dit, ce que vous avez dit c'est la vérité. Et c'est plus important que de demander pardon. Eh bien, il montre qu'il met toute l'importance au fait que le président Macron est là. Qu'il soit déjà venu au Rwanda. À leur relation, au présent, il met toute l'importance au présent et toutes ces inepties, il n'en fait rien du tout. Et donc, il offre à Macron une rédemption. Et c'est très intéressant parce que j'étais en première ligne, le président Macron écoute, il avait un discours à dire à la suite de celui du président Kagame, et on voit, tous les gens qui étaient présents, on voit qu'il ne lit pas son discours. Et il dit, et à ce moment-là, il dit quelque chose qui répond à ce que le président Kagame a dit, nous savons tous que notre relation sera toujours singulière. Et donc, il le remercie. Vous avez exprimé pour moi la difficulté de la tâche, la lourdeur de la tâche et à la fois la complexité. Il a son électorat. Parlant de la relation singulière, lui commence son discours par dire « mon frère ». My friend. My friend. Mon ami. Mon ami plutôt. Mon ami. C'est déjà, c'est pas tous les jours qu'on appelle quelqu'un un ami. Déjà, le contexte historique et tout cela, est-ce qu'on se dit, est-ce que les 2 ou 3 ans de travail, de collaboration entre les deux aboutissent déjà à ce que le président Paul Kagame aujourd'hui, ouvertement, devant tout le monde, parle d'un ami? J'allais juste rajouter une petite chose, et ça répond peut-être à ce que vous dites là. Si on retourne un peu en arrière, en particulier, comme Mehdi le disait, 90-94, où l'implication de la France est en fait massive. Ce qui s'est passé en 94, lorsque le FPR arrête le génocide, c'est un échec de l'armée française au Rwanda. Donc ce qui se passe quand le président Macron vient et qu'il tient ses propos, si vous voulez, c'est le vaincu qui fait ce discours-là. Même si c'est arrivé effectivement qu'en 1994, le massacre, le génocide s'arrête et que c'est la plus amère des victoires qu'on peut imaginer, la France au Rwanda a été vaincue. Sa politique raciste et soutenant un génocide a été vaincue. Génocidaire, oui. Et donc, lorsque le président Kagame s'adresse au président Macron en disant « mon ami », de la même façon, comme je disais par rapport au pardon, il balaye tout. Il n'humilie pas la France. Au contraire, il lui dit ce que vous avez fait, vous avez élevé la France et je vous parle en ami. C'est très important, c'est très important. Quelque part, il dit encore moralement et politiquement ce que vous avez fait. Déjà, le choix de dire moralement, est-ce que ça soulage l'intérieur de Macron qui déjà représente tout un peuple derrière lui, Alain? Je pense que, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de Macron, mais ce que dit à juste titre Janine, c'est que le président Kagame va prendre de la hauteur et va offrir au président Macron ce qu'on appelle en Kinyarwanda, dans la culture rwandaise, le don, pour paraphraser Macron, le don de Bupfura. Et il n'humilie pas son invité. Il balaye tout ce qui était inadapté, inapproprié dans son discours. Et par là, et d'ailleurs, on voit qu'à ce moment-là, le président Macron va rehausser, remettre l'habit présidentiel. Et je trouve que c'est quelque chose vraiment de très important ce qu'a fait le président Kagame. Maintenant, à l'intérieur de Macron, je ne vais pas le sonder, le savoir, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'a fait Macron, c'est non seulement audacieux et courageux pour les relations entre deux pays, mais aussi face à l'histoire, mais aussi pour la France et les acteurs de l'époque. Le président Macron vient d'enlever une épine des pieds de tous ces gens. Il a pris le courage de le faire. Et s'il ne l'avait pas fait, à ce moment précis, cette histoire allait poursuivre
la France ait entamé une relation, mais aussi les acteurs de l'époque, qui sont par ailleurs, moi je pense qu'ils devraient se sentir soulagés. Madame Mukabutyana, je reviens à vous. Vous en France, déjà aujourd'hui, c'est vrai, nous parlons du génocide commis contre le Tutsi 27 ans après, mais aujourd'hui, parmi les difficultés ou la situation actuelle, on voit une montée en puissance du négationnisme du génocide commis contre les Tutsis. Est-ce qu'avec ce pas, beaucoup de gens se disaient que la France est quasiment un paradis pour les négationnistes, les génocidaires qui ont trouvé asile là-bas. Est-ce que vous pensez qu'avec cette visite, les choses devraient peut-être bouger un peu? Il y a des gens qui vont forcément se sentir mal à l'aise en France? Oui, je vais revenir un peu sur quand même le discours du président Kagame, dont vraiment je salue la sagesse et la main tendue qu'il a vraiment acceptée et cette générosité qu'il a eue d'encourager, presque soutenir Macron en disant « je sais le risque que tu as pris et que peut-être il y aura des conséquences dans ton pays ». Et oui, ici, il y a toujours la montée du négationnisme et renforcée par aujourd'hui les outils numériques, les fake news et tout ce qu'ils peuvent partager, la facilité de partager les informations. Il y en a qui en ont profité pour partager aussi le sentiment négatif, la haine, le négationnisme. Mais je pense que le pas que vient de faire Macron va être un tremplin pour nous, pour les associations de lutte contre le négationnisme. Ça va être un outil qui va permettre de poser les bases en s'appuyant sur ce discours et en s'appuyant sur ce premier pas qui est fait, qui justement va faciliter le travail et nous donner des outils de travail. Par exemple, je vois dans les écoles où interviennent des associations, on peut s'appuyer sur ce discours, ce programme, pour faire des programmes éducatifs, expliquer aux étudiants, expliquer aux élèves, en s'appuyant sur des faits qui sont dans ce discours, qui sont concrets. Et comme on a la trace donc, du discours, ça va nous aider même à construire de nouveaux outils pédagogiques d'enseignement. On discutait il n'y a pas longtemps avec un collègue juriste comment on peut faire même un master de prévention contre le génocide et de prévention contre le négationnisme. Et justement, ce discours peut nous aider à démontrer que même le président français a fait un pas vers la reconnaissance et qu'il y a maintenant des espaces de rencontre et de travail ensemble entre la France et le Rwanda. Voilà. Mediba, vous êtes là avec nous? Oui, je suis là, si vous m'entendez. Voilà. Vous ne voyez pas la visite d'Emmanuel Macron que dans avec les autres. Vous ne voyez pas Macron qu'au Rwanda seulement. Vous voyez la relation d'Emmanuel Macron passer par le Rwanda pour finalement changer, peut-être tourner toute une page entre les relations entre la France et le continent africain. Vous allez un peu plus loin du Rwanda et au-delà du Rwanda. Écoutez, au risque de vous contredire, Eddy, non, c'est vrai que moi je suis vraiment focus sur Emmanuel Macron et le Rwanda. Donc je me permets de recentrer votre question. Voilà. La chose dont moi je voulais parler, parce que je pense qu'Emmanuel Macron, il a une particularité. C'est qu'il avait entre, je sais plus, 14 et 16 ans, 15 et 16 ans, au moment où le génocide contre les Tutsis se perpétue. Et ça, déjà, ça lui donne une distance qu'on n'a pas vue encore chez un président français depuis lors. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, déjà, ça lui donne une distance. Il n'est pas dans un cabinet ministériel. Sarkozy était, je vous le rappelle,
Sarkozy, qui a quand même fait des discours et un voyage courageux en 2010, à un moment très pénible, où la rupture, où les relations diplomatiques étaient rompues entre Paris et Kigali en 2010, mais Sarkozy, il était ministre du budget, porte-parole du gouvernement d'Édouard Balladur en plein génocide. Ça ne l'a pas empêché de faire avancer le dossier. Moi, si vous me permettez, Eddy, je voudrais juste faire un petit clin d'œil à une réunion à laquelle j'ai assisté, à laquelle j'ai eu le plaisir et l'honneur d'assister il y a 2 à 3 semaines, j'ai oublié la date, à Paris, dans un hôtel où le président Kagame est venu pour je ne sais plus quelle réunion qui se tenait à Paris, et j'ai eu l'honneur donc d'être présent avec 2 à 3 de mes confrères, dont ma consoeur Mariam Alagardis de Libération, où le président Kagame a rencontré des militaires français qui ont servi au Rwanda. Il y avait le colonel René Galinier, qui était un ancien de la gendarmerie, qui a été directement concerné entre 90 et peut-être 92 ou 13 avant de démissionner. Il y a eu le général Jean Varret. Il y a eu l'ancien diplomate, excusez-moi dont le nom m'échappe, mais je vais vous retrouver ça. Bon, en fait, vraiment, et c'était... L'ancien ambassadeur au Rwanda était là également? Non, pas l'ancien ambassadeur au Rwanda. L'ancien ambassadeur en Ouganda. En Ouganda plutôt, oui, en Ouganda, oui. Oui, qui a servi de relais pendant l'opération turquoise, parce que l'ancien ambassadeur au Rwanda, il n'était pas vraiment dans les petits papiers. Bon, bref, c'était quelque chose de très étonnant, de très surprenant, de très émouvant, je vais dire les mots comme ils sont, de voir des gens qui ont été à cette époque-là... des belligérants, mais pas réellement face à face en fait, parce que quand vous écoutez Jean Varret et quand vous écoutez Galinier et quand vous écoutez Paul Kagame parler d'eux, vous avez plus l'impression d'avoir des gens, je vais pas dire qui ont servi dans la même, mais enfin, vous avez l'impression d'avoir des gens qui se sont respectés. Pourquoi ils se sont respectés? Pour une raison très simple, et j'en termine, c'est parce que les Français dont je vous parle, les militaires français dont je vous parle, colonel ou général comme Varret ou Galinier, ont été des gens qui jamais n'ont cautionné le plan que eux voyaient se profiler, qui était le plan du génocide contre les Tutsis. Et ils ont mis en balance et ils ont préféré démissionner de l'armée française plutôt que d'aller jusqu'au bout. Donc en fait, les deux ont quitté l'armée française avant l'irréparable. Voilà. Et en tout cas, je vais vous dire, pour moi qui ai travaillé depuis 27 ans sur ce dossier, je peux vous dire que cette réunion, c'est quelque chose qui restera gravé comme un moment important dans ce que j'ai pu vivre depuis 1994, parce que voir Paul Kagame échanger des souvenirs et face à ces gens qui eux-mêmes se sont jamais compromis. Oui, et bien sûr, il y avait son ancien corélégionnaire de sa formation au Kansas, Éric de Stabenrath, voilà, qui lui-même est revenu au Rwanda au moment de l'opération turquoise. C'était quelque chose d'assez exceptionnel d'assister à ce moment-là. Voilà, donc je tenais à le préciser. L'officier qui, on dit avoir été proche de lui à l'époque déjà aux États-Unis d'Amérique. Absolument. Avant de vous dire au revoir, j'aimerais peut-être que vous puissiez nous dire un peu ce que vous entrevoyez comme la suite maintenant des événements. Vous êtes basé, c'est vrai que vous êtes à Dakar maintenant, mais vous êtes basé à Paris. C'est quoi la suite des événements, notamment pour les responsables du génocide commis contre les Tutsis rwandais qui sont établis en France depuis plusieurs années? Il y a déjà le cas de Madame Agathe Kanziga qui est sans papier jusqu'à ce jour, mais avec un statut particulier, Mehdi. Écoutez, la question judiciaire, je la laisse à des gens très compétents comme Alain Gauthier d'Afrosa, du CPCR ou à d'autres ONG. Je ne saurais pas pronostiquer. Ce que je sais, c'est que ça va être difficile. Et pour Agathe Kanziga, elle est effectivement dans un no man's land judiciaire, etc. Moi, la vraie question que je me pose aujourd'hui, et la vraie question, et malheureusement, Eddy, j'ai pas de réponse, c'est que si vous voulez, Emmanuel Macron, comme vous le savez, il va y avoir une élection présidentielle dans un an, il
il va être challengé par quelqu'un comme Marine Le Pen. Marine Le Pen, dont la nièce Marion Maréchal Le Pen vient de faire une espèce de dédicace, j'ai reposté ça tout à l'heure sur les réseaux sociaux à Hubert Védrine. Donc, si vous voulez, si jamais demain ou à la prochaine élection, peu importe, je souhaite le meilleur à Emmanuel Macron, qui vient à peine de repartir de Kigali, parce que je souhaiterais tout simplement que ce réchauffement diplomatique se poursuive, mais il faut quand même pas être dupe, hein. C'est-à-dire que demain, ce qui a été fait dans un sens peut être défait. Souvenez-vous quand même que ce qui avait été fait par Nicolas Sarkozy a été défait par François Hollande juste après lui, puis ça a été refait par Emmanuel Macron, et donc je ne sais pas ce qui nous attend en termes de relations diplomatiques entre la France et le Rwanda, si demain Emmanuel Macron n'est pas là et si demain Marine Le Pen prend sa place. Voilà. Donc moi, tout ce que je souhaite, si vous voulez, c'est que quelque chose de constant se bâtisse, quel que soit le président, la présidente en France, mais simplement, vous n'êtes pas sans ignorer que, ou sans savoir, pardon, que la relation France-Rwanda va rester compliquée, à mon avis, pendant plusieurs années, et que, en fait, elle n'est pas une relation stable, comme a pu l'être, par exemple, la relation entre la France et l'Allemagne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, où il y a eu quand même une certaine continuité. On a l'impression qu'entre la France et le Rwanda, selon l'occupant de l'Élysée, les choses peuvent partir dans un sens ou repartir dans l'autre sens. Et moi, j'aimerais bien me dire qu'il y a une certaine continuité qui s'instaure et que quelque chose se fait qui va dans le bon sens pour les deux pays. À tous les deux, partagez-vous les mêmes inquiétudes par rapport à cette relation France-Rwanda? Elle tient également à l'avenir politique d'Emmanuel Macron. Alors, je vais peut-être répondre en premier. Je pense que pour la question du futur, je ne peux pas savoir ce que les Français feront ou ce que Macron fera ou le prochain ou la prochaine occupante de l'Élysée. Mais par rapport à cette question, je peux donner des pistes de ce que nous pouvons faire. Et d'ailleurs, ça a toujours été le cas. Alain a rendu hommage à tous les amis qui ont soutenu notre cause. Il faut dire que... Je rajoute les chercheurs. Et chercheurs, mais qui étaient des hommes justes en fait. Je pense que ce moment est aussi arrivé grâce, à cause du leadership du président Kagame, qui, à sa façon, a imposé en fait une autre façon de voir et travailler avec le Rwanda. Et donc je pense que nous-mêmes, que l'on soit partie civile, comme Janine, qui est de l'autre côté, que l'on soit simple citoyen, que l'on soit acteur économique, que l'on soit, quel que soit l'endroit où on se positionne, eh bien, je pense qu'il n'y a jamais eu un meilleur moment en 27 ans que de commencer à avoir des partenariats avec la France. Janine parlait des projets d'éducation, d'un master, c'est maintenant qu'il faut le faire. Je pense que ce sont des sujets beaucoup plus faciles et d'ailleurs plus profonds à aborder que d'aller en justice. Et éduquer, c'est pour moi réellement prévenir le génocide. Je pense aussi que les personnes qui sont sur la bataille juridique savent aussi que c'est le moment de continuer à mettre la pression pour que Macron tienne ses promesses. Et donc, d'un côté, je ne veux pas attendre de miracle des Français, mais je pense, de l'État français, je pense qu'il n'y a jamais eu meilleur moment dans nos relations depuis 27 ans, et ça en soi, c'est très positif. Alain ? Oui, je ne vais pas revenir sur la portée de son discours dont on a souligné l'importance et avec ses nuances, mais me semble-t-il que le président Macron a fait un certain nombre d'annonces, notamment en ce qui concerne la justice, traduire en justice les génocidaires qui sont en France. Mais je rejoins Janine sur un point, l'éducation c'est très important. Moi je me dis bien par exemple en termes de reconnaissance de réparation, on pourrait imaginer en France créer un centre d'information sur le génocide des Tutsis. L'Institut. On l'appelle comme on veut, un institut, un centre ou un musée, où en fait la jeunesse française et rwandaise qui vivent en France ou en Europe puissent aller apprendre ce qui s'est passé au Rwanda. Il y a quand même quelque chose sur la justice, c'est très important. Très important. Oui. Et là-dessus, on va rester très vigilant. Alors, quand on parle de la justice, il y a deux choses dont on parle, sans le savoir parfois.
juger ces génocidaires, il y a deux choses. Soit on les juge en France, soit on les extrade. Au Rwanda. Au Rwanda. Alors, Macron a parlé de revoir les textes, il y a des textes qu'il faut voir et compagnie. Aujourd'hui, la question cruciale qui se pose en France, tous les refus de demande d'extradition, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre la France et le Rwanda. Il y a une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui ne souhaite pas extrader au Rwanda parce que, au principe de ce qu'on appelle le principe de la légalité des délits et des peines, et ce qu'on appelle aussi la non-rétroactivité des lois pénales les plus sévères. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dispositif légal qui réprime le génocide au Rwanda a été introduit dans le droit positif au Rwanda après la commission des faits. Mais quelle absurdité, parce que vous n'allez pas quand même imaginer un régime génocidaire qui va adopter un dispositif pénal pour réprimer les actes qu'il savait qu'il allait commettre. Par ailleurs, le Rwanda à l'époque avait déjà ratifié la convention sur le génocide. Je pense aussi qu'il y a quand même années 60. Il y a des pistes vraiment à creuser. Donc on va rester très vigilant sur la question de la justice. On va aussi rester très vigilant sur la question de l'enseignement et sur la question de la répression du négationnisme, puisqu'aujourd'hui en France, on a un outil qui est une loi qui réprime la négation de tous les génocides qui sont reconnus par le droit positif français. Y compris le génocide commis contre les Tutsis, quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer il y a de cela plusieurs années. Voilà, c'est là que nous mettons un point final à notre émission majuscule propos de ce soir. Permettez-moi de remercier Madame Julienne Moka-Boutiana et non pas Janine Moka-Boutiana depuis Toulouse en France. Merci Madame d'avoir été de nôtre. Merci. Oui, merci beaucoup. Oui. Je suis d'accord avec mes deux collègues qui viennent de parler, mais il y a un point important que Macron a dit. Madame, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Peut-être on va revenir sûrement sur certains sujets en relation avec cette visite. Merci également à Mediba depuis Dakar, comme on dit, Djeredjef. Et merci beaucoup à Alain Girinchouti, ancien vice-président de Ibuka France. Merci également à Janine Mouniachouri pour ta disponibilité, toujours quand on a besoin de vous. Merci beaucoup à vous tous. L'émission, c'est Majuscule Propos. Je m'appelle Edis Abiti. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro.